L'addiction, c'est un certain nombre de critères, dont la souffrance, les dommages, l'organisation de la vie autour de cette assuétude. On n'est plus dans le plaisir, on est dans la perte de la liberté, l'enchaînement à un comportement qui est dommageable pour soi et pour son entourage. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Ce matin, pour à votre santé mentale, je reçois le professeur Amine Benyamina. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes spécialiste en addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, le plus grand d'Europe et de France. Il paraît. Voilà, vous êtes président de la Fédération française d'addictologie et fondateur du congrès annuel international d'addictologie de l'Albatros. Vous publiez Addiction au pluriel aux éditions Marabout. Alors dans ce livre, vous dites que les malades ressemblent à leur psychiatre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est le principe de... En général, quand on a une file active, elle finit par nous ressembler parce que quand il y a une relation qui s'opère, et des éléments, ce qu'on appelle de l'empathie, on en parle beaucoup dans l'ouvrage. De l'empathie. Voilà, une espèce de résonance affective, les patients le sentent, ils reviennent. C'est quelque chose, c'est de l'infraverbal. Et à terme, pour moi, ça fait 30 ans que je fais de la psychiatrie. C'est pas les neurones miroirs ? Voilà, si vous voulez, ça peut avoir un substratum. Non, je sais pas. Non, c'est quand même plus subtil que ça au sens relation humaine. Et donc, on finit par, entre guillemets, aimer et investir des patients qui nous parlent, qui nous ressemblent et vice-versa. Et à terme, on finit par avoir une file active qui nous ressemble. Une file active. Allez-y. On y va pour la définition. La file active, c'est-à-dire les patients qu'on a vus au moins une fois et qui reviennent régulièrement. Voilà. File active, voilà. Ouais, on l'utilisera dans la journée. Absolument. Vous êtes né à Oran où vous grandissez. Dans l'introduction de votre livre, vous écrivez « Enfant puis adolescent, je jouais dans les terrains vagues. Derrière notre immeuble, il y avait souvent des hommes à la dérive, souvent ivres, appelés Los Borrachos. » Ouais. Et c'est ça peut-être qui a guidé votre envie de faire psychiatrie, parce que psychiatrie, c'est pas forcément le choix numéro 1 quand on fait médecine. Non, alors je vais paraphraser et reprendre la phrase de mon maître qui n'est plus de ce monde, Michel Reynaud, et je pense qu'il a dit fois raison, on ne fait pas psychiatrie comme ça, c'est très, très juste. Il a dit, j'ai fait médecine pour faire plaisir à ma mère, et comme on ne peut pas toujours faire plaisir à sa mère, j'ai fait psychiatrie. Donc en gros, c'est une manière de faire de la médecine sans en faire vraiment, mais en même temps on en fait. Moi je fais médecine parce que j'ai fait comme mon frère aîné, et comme a fait mon jeune frère, on est 3 frères, avoir fait médecine sur une fratrie de 5. Parce que c'est un métier qui rassure les parents, comme je l'ai dit, mais en même temps, un métier qu'on apprend à aimer parce que c'est dur, c'est très long, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est frustrant. Quand on a entre 18 et 25 ans, et un peu plus lorsqu'on fait une spécialité, ça prend beaucoup de temps. Et puis c'est dur et c'est très compétitif. Donc quelque part, quand on se lance, à un moment donné dans le parcours, il faut trouver du plaisir dans la souffrance. C'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle... Pour ma part, j'ai choisi la psychiatrie parce que j'aimais la relation humaine, j'aimais les mots, j'aimais les théories psychanalytiques à l'époque, j'aimais la compréhension des mécanismes qui opèrent à notre insu dans la relation humaine. Et puis, à un moment donné, quand on est adolescent, on passe par des périodes difficiles à titre personnel. Donc, il y a des interrogations, et donc on s'intéresse à des théories extérieures et on finit par essayer de comprendre. Et puis voilà, je suis rentré petit à petit dans cette espèce de relation un peu fascinante. Et j'ai fait psychiatrie. Mais l'addictologie, c'est une histoire différente. Bien. Vous avez été formé à l'école de Frantz Fanon. Oui. À la fois... En Algérie, puisque vous avez fait vos études en Algérie. Complètement. Et quand je suis venu en France et j'ai fait ma partie académique et de recherche universitaire, j'étais étonné de comment Frantz Fanon était inconnu en France. Ça m'a un peu choqué. Parce de Blida. Complètement, absolument. Joinville. Hein. Ouais, voilà, mais bon... Voilà. Non, j'étais étonné que, évidemment, les psychiatres français et puis les intellectuels français ne connaissaient pas très bien, ou pas du tout. Ceux qui le connaissaient étaient plutôt militants. Parce que bon, on rappelle que quand même, il y a une actualité, je crois qu'il y a un film qui Il y a un film qui sort, donc maintenant, absolument. Il va y avoir il y aura un débat autour de ça. Ouais. Mais à l'époque, il était un peu boudé par la classe... intellectuelle française. Il avait une relation qui était un peu orageuse et amicale avec Jean-Paul Sartre. Tout ça, les gens ne le connaissent pas. Et puis, c'était un grand engagé pour l'indépendance. Ouais. Voilà, toute cette histoire. Complètement. Voilà. Comment est-ce que vous écoutez, vous, Amine, une addiction ? Puisque vous dites que vous écoutez une addiction. Et ça, c'est intéressant de dire « j'écoute une addiction ». On laisse les gens s'exprimer avec comme corollaire directionnel, c'est que le patient est au centre de la relation de soins.
Et puis on manipule d'une certaine manière pour lui, le patient, c'est-à-dire on le laisse arriver vers le choix par lequel il veut aller, ou le choix vers lequel plutôt il va aller, et puis on l'amène vers le choix auquel il doit aller. C'est un peu ça. C'est de la manipulation, ça. Oui, dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle la semi-directivité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément central contre lequel il faut lutter et amener les patients à changer, c'est le déni. D'ailleurs, dans l'ouvrage pour lequel j'imagine m'inviter aussi, on explique qu'il faut motiver les personnes à changer. Et le changement permet d'être dans une disposition pour pouvoir entrer dans le soin. Parce que l'addiction, c'est l'histoire d'un mensonge. À soi d'abord. Oui. Et pour ensuite le reste à soi, ce qu'on a le mensonge. Pour la nécessité de l'émission, on va dire mensonge, mais c'est plus subtil que ça. C'est le mot que vous utilisez dans le livre. Bien sûr, complètement. Ouais. Pour le grand public, c'est bien sûr. Mais c'est un peu un déni, c'est une manière de pouvoir supporter la tyrannie des phénomènes qui opèrent de manière neurobiologique et psychologique. Et en même temps, ce qu'on appelle nous déni. Et c'est vraiment l'axe central sur lequel on fonde notre technique pour pouvoir amener les personnes à changer. Il y a une question que vous posez systématiquement à vos patients, c'est à quel moment passe-t-on du plaisir à la souffrance ? Comment vous la posez, cette question ? Alors, on ne la pose pas directement. D'ailleurs, en général, on évite de poser des questions fermées. On insiste sur les... Bon, celle-là, elle est ouverte. Hein. Elle est ouverte, oui. Ouais. Bien sûr. Et puis, on les laisse un peu déballer les éléments... des dommages. Elle est centrale parce que derrière cette question, on définit la passion dévoreuse de l'addiction. Voilà. Quand on est encore dans le plaisir, c'est que même si on est dans l'excès, à la limite, j'ai envie de dire ça passe. Mais quand on passe à la souffrance, les dommages s'installent et on remplit les critères d'une définition de l'addiction. L'addiction, c'est un certain nombre de critères, dont la souffrance, les dommages, l'organisation de la vie autour de cette assuétude, en quelque sorte. Et puis là pour le coup, on n'est plus dans le plaisir, on est dans la perte de la liberté, l'enchaînement à un comportement qui est dommageable pour soi et pour son entourage. Vous avez mis addiction au pluriel sur votre livre. Quand vous avez commencé, votre métier, il n'y avait pas autant d'addiction, pas autant de façons de la définir. Donc aujourd'hui, en 2025, comment est-ce que vous définissez l'addiction ? Alors, faites bien de me faire remarquer cela. J'ai commencé à m'occuper officiellement des patients addicts en 1997. Ça fait un peu moins de 30 ans. J'étais attaché à la consultation dans une structure qui reste toujours une structure pionnière. C'est l'unité d'addictologie à l'hôpital Sainte-Anne. Avec l'hôpital Fernand Vidal, ce sont les deux premières unités qui ont expérimenté les traitements de substitution par voie orale des patients toxicomanes. Donc c'était vraiment, vous ne pouvez pas mieux tomber pour comprendre un peu ce que c'est que la prise en charge des toxicomanes. À l'époque, on parle de toxicomanie, c'est-à-dire on avait des personnes qui consommaient de l'héroïne, et on avait des personnes qui consommaient quelques produits à côté qui étaient mineurs, comme la cocaïne, le cannabis n'était pratiquement finalement pas traité. On avait ce type de démarche qui avait construit un dispositif de soins autour du produit. Voilà. Ouais. Donc c'était ça. Et la définition était assez simple. On fait un saut dans le temps. De 97 à 2025, nous avons totalement changé. Finalement, la face de la dictologie qui est née, entre-temps, la discipline. Oui, en tant que telle. En tant que telle a existé. On n'a pratiquement plus d'héroïnomanes. On a une foultitude de cocaïnomanes, alors qu'avant c'était un produit qui ne passait pas pour être un produit addictif, qui était consommé par des personnes qui avaient des moyens, qui avaient une place dans la société, qui étaient enviés. C'était plutôt des gens qui étaient visiblement du showbiz, voilà, des journalistes, des journalistes et qui n'étaient pas inquiétés par la justice ou bien alors que le produit était interdit. Mais ils étaient addicts. Voilà, ils pour en étaient avoir connu quelques-uns dans ces années-là, ils étaient drôlement addicts. Complètement. Ouais. Et surtout, ils renvoyaient l'image de performance, de gens qui avaient réussi, alors qu'ils étaient très malheureux, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on a reçus en bout de course 20 ans après. Donc là, maintenant, on a autre chose. Mais, tout le monde est concerné. Si on prend la cocaïne, ce qui a changé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, alors on va mettre des guillemets, la cocaïne, c'est accessible à tout le monde. On dit démocratiser financièrement, Ouais. La qualité est très importante, et on a inondé le pays. Mais il n'y a pas que ça. Un des premiers produits utilisés, c'est le détournement des médicaments. Tous les antalgiques, opiacés, les benzodiazépines, les psychostimulants. On a des produits fabriqués maintenant, on n'a pas de produits... Les drogues naturelles, elles existent toujours, mais elles sont coiffées depuis très longtemps dans la tendance par des produits fabriqués dans des laboratoires
loin de la France, et qui vous arrivent à la maison, livrés par la poste. On a maintenant aussi l'avènement, à l'époque c'était bourgeonnant, l'avènement, ce qu'on appelle, vous m'avez demandé pourquoi on met un S, on a ce qu'on appelle les addictions sans produit. Les jeux, ouais. Le jeu d'argent et de hasard, le sexe, vraiment les conduites sexuelles, avec l'explosion d'une manière d'aborder. C'est pas mis le porno d'ailleurs dans votre livre, j'étais étonné, vous parlez du sexe mais peu du porno. Le porno est une manière de parler du sexe, mais je ne voulais pas attirer l'attention des lecteurs sur une manière précise. On a un élément qui est venu catalyser, exploser finalement ce type de pratique, y compris les produits. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet en 97. Internet est arrivé après. Le digital est venu exponentialiser, si je peux me permettre ce mot, ce barbarisme, l'offre et l'accès. On a le magasin dans la poche et on a les trafiquants dans la poche. Donc ça, c'est autre chose. On a dérégulé le jeu. Quelques irresponsables, entre guillemets, politiques, en 2007, pour ne pas les citer, ont dérégulé. Donc on peut jouer... En ligne. Ouais. Donc tout ça fait que, vous me posez la question, les addictions ont changé, les populations sont concernées, c'est tout le monde, et les problèmes sont terribles. Alors on est tous concernés. Donc aujourd'hui, en 2025, la définition d'une addiction, c'est quoi ? Une addiction, c'est, pour faire course, l'esprit est le même, c'est-à-dire la privation de la liberté de s'abstenir et l'installation des dommages. Avec ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ça vous permet de faire le diagnostic différentiel avec une passion. J'aime les achats, j'aime acheter des vêtements, je suis un bon coup, je fais l'amour tous les jours. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis un grand sportif, non, je cours alors que j'ai une fracture. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas pareil. Je suis un grand sportif parce qu'on parle beaucoup de la production d'endorphines et finalement ça rendrait addict au sport, à la pratique du sportif. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Pas tous. Il y a une partie infime de personnes qui deviennent dépendantes. C'est pas forcément les grands performants. Je suis addict au travail, là, ça me fait rire. Ouais. Les gens qui travaillent beaucoup disent je suis addict. Non. Quand on travaille beaucoup, on produit bien. On n'est pas addict. On est un bon. Mais quand on est workaholic, ce qu'on appelle les addicts au travail, c'est qu'on est au travail, mais on ne produit rien. La qualité n'est pas au rendez-vous. D'accord. Il faut vraiment avoir en tête une chose, l'addiction n'est pas quelque chose de positif. Dire addict, c'est du marketing. C'est pas... Voilà. OK ? Le parfum. Oui, c'est pour ceux qui n'avaient pas la référence. Oui. Mais voilà, c'est du marketing. Ouais. Derrière tout ça, il y a une souffrance. Complètement. Ouais. Absolument. Avec le professeur Amine Benyamina, qui est notre invité, qui publie Addiction au pluriel, un manuel de premier secours chez Marabout. C'est une méthode que vous proposez en 6 étapes. Donc 6 étapes comme le cercle de Prochaska. Alors peut-être qu'à mon avis je le prononce mal. Le cercle de Prochaska et Dick Clémenté. Ouais. Ce sont 2 psychologues qui ont expliqué que ce qu'on disait tout à l'heure, Philippe, lorsqu'on change, on décide de changer, on peut le faire de manière instinctive ou alors être accompagné par un thérapeute, mais on passe par ces étapes. Il y a 6 étapes et vous reprenez quand même une partie de ces 6 étapes. Complètement. Dans votre oui, je l'explique, ouais. J'essaie de donner des cas cliniques, j'explique le rationnel théorique, et à côté de ça, on fait des alertes de santé publique. Voilà. On est assez fiers de cet ouvrage. Ça a été un travail long, fastidieux. Je voulais remercier Laura Zouili qui m'a accompagné, Marie-Pierre Samitier, qui ont beaucoup participé, et puis Mété. Voilà, c'est Valérie, je crois. Valérie Mété qui a été aussi avec moi. Donc c'est un travail... oui, parce que c'est beaucoup de boulot. Beaucoup de cerveau, beaucoup de boulot, beaucoup d'engagement, parce que je pense que c'est d'abord vraiment un outil de premier secours. C'est extrêmement important, parce que les gens ils trouveront les moyens de comprendre les choses, et ce n'est pas... Il faut pas en ça. C'est pas un médicament, mais ça peut aider. Et puis ça peut permettre aux gens d'aller consulter ou d'y voir un peu clair. Et en même temps, je pense que c'est un sujet tellement présent. Évidemment, la société est assiégée par les questions d'addiction, à tout point de vue. Oui, on sait bien, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, de prévention, les faits divers. Tous les Français sont concernés. La prévention, c'est quelque chose qui concerne les politiques en termes d'addiction ? Eh bien, elle devrait. Je pense que c'est une question. Est-ce que ça concerne les politiques en termes d'addiction ? On devrait. Vraiment, ça doit les concerner, parce que je pense que vous savez que dans les politiques de prévention, la prévention primaire revient exclusivement au pouvoir politique. C'est les grandes campagnes nationales, c'est les alertes, c'est ça. Et je pense que
il faut reprendre le chemin de l'explication facile aux Français des effets et des risques liés à la consommation de ces produits. Tous les Français sont concernés par les addictions. Tous les Français. Alors, vous l'avez expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de drogué heureux. Non. Ça, c'est un mythe. Non, c'est un mythe. Ça, et c'est la phrase de Claude Liebenstein, je vous remercie de l'avoir de nouveau cité. On lui doit cette phrase, il a raison. Il a complètement raison. Le père de Marmottan. Complètement. Et donc, ça, c'est extrêmement important. L'hôpital. Hein, voilà, complètement. Mais c'est vrai, c'est important de dire, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a une relation d'amour entre la substance et l'addiction, mais non. Non. Au final, vous êtes toujours malheureux. Au final, à ce jeu de proximité, c'est toujours la drogue qui gagne. Il faut le savoir. Alors, vous disiez, ce qui a changé depuis vos 30 ans de pratique, c'est la polyconsommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ne sont plus sur une substance, mais sur des substances. Absolument. Alors, c'est vrai que longtemps, quand vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà là dans les années 70, et c'était utile de le faire, c'est vrai, on définissait la personne par le produit. L'héroïnomane, l'alcoolique, parce qu'il y avait d'une certaine manière une forme d'appartenance à une addiction par un produit. Et il y avait derrière aussi cette consommation un message social et un message même politique. Dans les années 70, après mai 68, il y avait une contestation qui passait aussi par la transgression par les drogues. D'ailleurs, la loi de 70 est arrivée à ce moment-là, hein, la fameuse loi qui régit jusqu'à présent la partie santé, prévention et sécurité liée à la consommation des drogues. Il y avait un message derrière le produit utilisé. La contestation, la contre-culture, la transgression, tout ça est important. C'est plus le cas. On est sur de le polyusage, la polyconsommation, la polyexpérimentation pour faire de la polyconsommation, polytoxicomanie et polyaddiction. Donc on a rarement des profils d'un produit, un consommateur. Il peut rester encore, parce que la France est championne de ce point de vue-là, encore des alcooliques, entre guillemets, et des consommateurs d'alcool. Mais on ne parle plus d'alcoolique d'ailleurs. Le mot a disparu. Je fais exprès, c'est entre guillemets, parce qu'on ne peut pas réduire la personne au produit. Parce qu'on lui offre une identité à laquelle elle a du mal à renoncer. Et donc c'est difficile de les soigner. Donc on a des personnes usagées d'alcool. Mais ce qui reste la drogue numéro 1. En France, oui. Il faut expliquer, c'est la drogue numéro 1, c'est l'alcool. La France est un pays qui se vante et qui a l'orgueil d'être un pays vineux, avec une grande culture viticole. Et on parlait tout à l'heure de la prévention, elle est inexistante parce qu'elle est totalement empêchée par un lobby très puissant et qui est ultra présent dans tous les cercles de pouvoir. Il y a quelques campagnes quand même, mais ce sont des campagnes tièdes qui ne parlent pas d'addiction, mais qui parlent des dommages très précis. On a eu quelques-unes. Et que les sur les femmes enceintes, par exemple. Bon, et encore, pas assez. Ce que j'aurais, on n'en dit pas assez. On a demandé, par exemple, à ce que le cryptogramme sur les bouteilles soit un peu plus grand. On n'y est pas. On a demandé à ce que les petites taxes, apparaissent sur les boissons alcoolisées pour éviter que les jeunes accèdent, parce que le prix de l'alcool est très peu cher au regard de ce que peut coûter un soda ou une eau minérale. On n'y arrive pas. Ou un paquet de cigarettes. Ouais. Donc, si on faisait la même politique de taxation du tabac sur l'alcool, on verrait moins de primo-consommateurs et moins de jeunes consommateurs. Donc, il y a beaucoup de travail à faire en matière d'alcool, et il y a moyen de faire un travail sur la prévention sans abîmer la filière viticole. Vous savez que si on fait une politique de prévention de l'alcoolisme ou bien des problèmes liés à l'alcool en France, les viticulteurs seraient moins perturbés que par les mesures prises par Donald Trump sur les taxes. Il a demandé l'avis à personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont addictes, qui ne le savent pas. Vous parlez des mésusages des médicaments. Vous expliquez que le mésusage des médicaments a tout écrasé sur son passage en France. Donc beaucoup de personnes ont basculé sans le savoir finalement. Notamment ce qu'on appelle, alors ça c'est un terme moche, mais c'est un terme de statistique, la ménagère de 50 ans. En gros, j'ai mal à la tête, je prends du dafalgancodéiné et je le prends systématiquement. Il m'a fait du bien, il me détend et il soulage ma migraine. Et au bout de quelques années, je suis dépendant de la codéine. Et la codéine, ce n'est rien d'autre que le cousin proche de l'héroïne. Et c'est un opiacé. J'ai mal quelque part, mon médecin généraliste, pour être efficace, me prescrit du tramadol. Le tramadol, c'est un opiacé. Vous voyez,
j'ai du mal à dormir, je prends une benzodiazépine, Temesta-Lexomil, Lixentia, et puis au bout de quelques temps, comme je dors mal et que je viens d'une famille d'insomniaques ou de dysomniaques, eh ben, je finis par être dépendant à ça. Donc il y a quand même ce qu'on appelle des dépendances iatrogènes, c'est-à-dire induites par de bonne foi par la prescription. Et puis en France, on a une grande liberté de prescription. On a tous des belles pharmacies à la maison, et puis chacun s'automédique. Et là, on rentre dans le piège. Vous expliquez que dans votre pratique quotidienne, vous rencontrez de plus en plus de personnes dépendantes à ces opioïdes dont vous parlez. Oui. Alors comment, pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être découvrent qu'on peut être dépendant, prendre conscience de cette dépendance ? Comment on le sait ? On le sait lorsqu'on oublie pendant les vacances de prendre son stock de médicaments que j'ai cité et qu'on a un syndrome de sevrage, par exemple. On se rend compte que lorsque on n'a pas eu le temps de refaire son stock, on dort pas, on n'est pas bien, on est nerveux, on a besoin d'avoir son pilulier dans la poche. Ça, c'est très vite. Puis les personnes qui sont dépendantes à ce produit, elles font œuvre du même mécanisme de déni. Et puis à un moment donné, les choses sont là. L'entourage s'en rend compte aussi. Il faut expliquer le mode de fonctionnement. Sur quelle partie du corps ça agit ? Alors, ces types de médicaments. Très bonne question, Philippe. Il y a ce qu'on appelle la voie finale commune dans le cerveau, qui concerne l'ensemble des addictions avec ou sans produit. C'est ce qu'on appelle le système de récompense. Ce sont des zones anatomiques du cerveau. Je ne vais pas les citer parce que c'est un peu rébarbatif. Ça peut. Les gens aiment bien googler, vous savez. On se couchera moins bête ce soir. L'aire tegmentale ventrale, l'hippocampe, le cortex préfrontal. Donc, ce sont des zones qui sont stimulées par la prise des produits ou bien par un comportement. Mais comment, pour lutter contre la douleur, on agit sur le système de récompense ? Là, c'est différent. Ah oui, non, mais on a plusieurs cibles. Et une des cibles des produits qui peuvent entraîner une dépendance, tous les produits qui agissent sur la douleur n'ont pas un effet sur le système de récompense. Par exemple, le paracétamol seul, il n'a pas un effet. Mais le paracétamol codéiné va avoir un effet sur le système de récompense. Vous voyez, parce qu'il y a la codéine. Ça vient stimuler la libération pour faire court, de la dopamine, et qui elle-même va à un moment donné mettre en quelque sorte une partie du cerveau au repos et jouer le rôle du bien-être et de la gestion de la douleur. Et quand on arrête, c'est une hormone du bien-être. Voilà. Et quand on arrête de consommer, on se rend compte qu'il n'y a plus personne pour gérer le reste, et c'est là que le syndrome de sevrage s'installe. Mais au-delà du syndrome de sevrage physique, ce qui signe une addiction, c'est ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est cette envie irrépressible qui est dans le cerveau et dans la psyché, qui nous assiège et qui nous incite à reconsommer, à recommencer l'expérience de consommation. Et c'est ça qui est la base, finalement, la cible de notre travail en tant qu'addictologue. Oui. Quelle est la difficulté de soigner ce genre d'addiction, par exemple, pour vous ? La difficulté, c'est, je réponds textuellement à votre question, Philippe, c'est de garder les patients dans le soin. Les patients dépendants, addicts, sont assez volatiles parce que c'est très difficile. Mais aux médicaments, justement, parce que justement, comment vous prenez en charge ce type d'addiction ? Eh bien, tout dépend de la sévérité de la dépendance. Si on a quelqu'un qui prend, par exemple, 2 boîtes de Sinox, et je peux vous assurer que c'est vrai parce qu'il y a un effet ensuite paradoxal, il n'y a pas d'autre solution que de leur faire un sevrage encadré en les hospitalisant. Si on a affaire à des personnes qui prennent quelques comprimés le soir pour dormir et qui ont du mal à s'en défaire, on les accompagne en consultation avec un accueil infirmier, un accueil psy et un travail auprès des psychologues de mon service, par exemple. Et on diminue en ambulatoire graduellement la prise. Et parfois même, on peut donner un autre médicament de la même famille, mais qu'on maîtrise et qu'on arrête par la suite. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un triptyque qu'il faut respecter. C'est ce qu'on appelle le biopsychosocial. C'est-à-dire gérer biologiquement la dépendance, travailler psychologiquement, muscler la motivation, les amener à être efficaces, par des techniques issues essentiellement des thérapies comportementales et cognitives. Et ensuite, le social, c'est essayer de comprendre pourquoi ils sont tombés sur cette consommation et réduire les risques sociaux. Un mauvais travail, des relations interpersonnelles compliquées, peut-être des conflits qu'ils n'ont pas vus, conjugaux, professionnels, tout ça. C'est ce qu'on appelle la prise en charge globale. Je voulais juste qu'on termine sur un mot, mésusage. Alors, le mésusage, c'est un terme qui est très français.
En gros, c'est une étape avant la dépendance. C'est en mésuse lorsque, par exemple, on prend, par exemple, on a une soirée bien arrosée, c'est un samedi soir, et on rentre et on prend un Stinox. On ne devrait pas. Ou alors on mésuse un médicament pour lequel le médecin vous a prescrit pendant une semaine de la codéine parce que vous avez mal au dos, vous prenez 2 semaines. Avec le plaisir de recevoir le professeur Amine Benyamina ce matin à l'occasion de la publication d'Addiction au pluriel chez Marabout. Il n'y a pas d'âge pour devenir dépendant. Pour tous ceux qui se disent tiens, j'ai 50 ans, je suis dépassé de la dépendance. Non, on n'est pas à l'abri. Plaisir partagé. C'est comme pour les MST, il n'y a pas d'âge pour être à l'abri. Oui, absolument. À n'importe quel âge, on peut parfaitement devenir dépendant. Comme à n'importe quel âge, on peut faire du sport et être performant. Mais évidemment, on le sera moins à 60 qu'à 20. Mais on peut. Est-ce que ça a un sens de classer les drogues en fonction de leur dangerosité ? Oui, par exemple, tabac, alcool, c'est le tabac. Oui. Très bonne question. C'est même polémique. Il y a 2 grandes études qui ont montré qu'il y a une perception contre-intuitive de la dangerosité. Si je pose la question, je suis sûr, je sors là des studios et j'aborde quelques personnes dans la rue, je leur dis, d'après vous, quelle est la drogue la plus dangereuse ? Et ils vont tout de suite vous dire l'héroïne, voilà, parce que c'est un pensif qui est présent. Mais la dangerosité, c'est d'abord le nombre de morts. C'est la vitesse avec laquelle on devient dépendant. C'est les dommages liés à la consommation. Eh bien, c'est pas l'héroïne. C'est le tabac. C'est l'alcool en France. Le tabac et l'alcool en France font tous les ans un Covid. C'est-à-dire 120 000 morts. Un Covid en France, 120 000 morts. Alors que finalement, effectivement, si on classe en notion de dangerosité, on se dit, bon... Il y a toujours une perception de l'expert versus perception de la population. Et donc la classification, elle est ancienne. Bernard Rock en a fait une à la fin des années 90 et qui a été révolutionnaire à partir de laquelle on a construit des programmes de prise en charge. Et puis ça a été repris derrière aussi par un collègue américain qui s'appelle David Nutt, qui a retrouvé la même chose, c'est-à-dire un clivage entre la perception de monsieur et madame tout le monde des experts, parce que on les voit, les ravages. Et puis on a fait un autre travail aussi avec Michel Reynaud, on a retrouvé la même chose. Donc la dangerosité, c'est pas ce qu'on croit. C'est la raison pour laquelle, dans l'ouvrage je le dis, on essaye de retravailler la question de dangerosité et du statut légal ou licite ou illicite du produit. Oui, ça a un sens. Donc, oui, ça a un sens. De les classer par dangerosité. Alors, vous insistez beaucoup sur la motivation et sur ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, donc qui est un des éléments central de l'entretien, de la prise en charge, de toute façon finalement, de la thérapie. À quoi ça sert un entretien motivationnel ? Ça sert à lutter contre le déni. Parce que c'est vraiment le mur contre lequel on se heurte lorsqu'on est dans une démarche de soins avec les patients dépendants. Et donc toute la stratégie de l'entretien motivationnel, qui est une stratégie de communication avec les patients, permet d'éviter de se retrouver face à ce mur du déni et transformer une position d'attentisme et de regard un peu passif vers une position active. Le patient devient acteur de son changement, il devient central. Et c'est une technique d'entretien. Je prends toujours, moi, avec mes étudiants, l'exemple. Vous arrivez à rentrer dans un centre commercial, vous baladez, vous n'avez pas l'intention de faire des achats, vous tombez sur quelqu'un qui vend des cuisines. Vous avez une cuisine qui est plus ou moins vieille, plus ou moins récente, et vous ressortez en ayant signé un bon d'achat. Parce qu'il a réussi à vous motiver à changer votre cuisine. Et il a fait ce qu'on appelle la théorie de l'entonnoir. Il va du plus large vers vos besoins. Et il finit par vous faire toucher du doigt que vous êtes à l'origine du changement de projet concernant votre cuisine. C'est exactement ça, la prise en charge pour les patients addicts. Qu'est-ce que vous avez compris dans la façon dont on prend en charge une addiction et dans la façon dont on arrive à s'en libérer ? Alors, je ne sais pas si vous utilisez, vous, le terme guérison. Oui, bien sûr. Alors, la guérison, c'est vrai que on ne l'utilise pas, mais on y pense beaucoup. Il y a des personnes guéries au-delà d'une année ou 2 ans, ou de quelques temps, pour être précis, d'abstinence, on parle de guérison. Alors évidemment, il y a des associations qui parlent d'abstinence à vie, notamment comme les alcooliques anonymes. Je comprends, parce qu'il y a toujours le risque, et qui est très présent. Même si dans l'alcoolisme, aujourd'hui, on va vers aussi une consommation modérée. Et contrôlé. Enfin, oui, d'accord, mais ça a changé. On a changé de paradigme. Oui, c'est plus tout ou rien. Oui, absolument. C'est très juste et c'est très bien de le signaler. Pourquoi ? Parce que longtemps, nous autres médecins,
on ne comprenait la prise en charge des addictions que par l'abstinence. Et puis est arrivée la révolution de la réduction des risques. Le plus important, c'était de rester en vie, notamment à l'époque, dans les années 90, lorsqu'il y a eu la grande épidémie du sida où les gens mouraient. On a eu cette idée fantastique de leur donner des seringues, des préservatifs, et on leur a donné des traitements substitutifs. Ça leur a permis de ne plus prendre des produits dangereux, de ne plus se contaminer, de rester en vie et d'être fonctionnel. Cette révolution a concerné les opiacés, l'héroïne, mais elle n'a pas concerné les autres produits, notamment l'alcool. Et ça n'est que récemment qu'on s'est rendu compte que finalement, le point de salut en dehors de l'abstinence était laissé sur le carreau à peu près la grande majorité des personnes aux prises avec l'alcool. Et donc on a construit tout un programme, tout un logiciel, notamment auprès des sociétés savantes et des pouvoirs publics, pour permettre aux gens de maintenir une consommation à condition que les dommages disparaissent, que l'on réduise les dommages, comme par exemple, il est capable d'aller travailler, il n'a pas de problème de foie ou de cœur, il n'a pas un bilan biologique mauvais, il n'a pas de problématique psychiatrique ou psychologique, il n'est pas déprimé, il n'est pas anxieux, ça ne perturbe pas finalement. Ça, c'est important. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne un petit groupe. Oui. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parfois, c'est plus facile d'être totalement abstinent que de prendre un peu d'alcool lorsqu'on a une grosse empreinte mnésique et biologique qui fait qu'à chaque fois que l'on touche à ce produit, on rechute. On rebascule. Ouais. Vous avez été confronté à ce qu'on a à une nouvelle génération, les nouveaux produits de synthèse, les NPS, nouvelles substances psychoactives. En quoi ça vous a amené à revoir la façon de prise en charge des addictions ? Alors la première des choses, c'est qu'il a fallu que je repasse à l'école d'une certaine manière, parce que les NPS, on les découvre régulièrement. Ce sont des produits qui sont fabriqués dans des laboratoires loin de la France, et puis qui arrivent d'abord et avant tout dans les boîtes de nuit, dans les clubs privés, et quand ça se passe mal, ils arrivent aux urgences. On est finalement à la fin, nous, de ce process. Et la plupart du temps, c'est des psychostimulants. Rarement sont des sédatifs. Alors pour les parents qui nous écoutent, il y a le fameux, alors vous connaissez ça sous le nom de gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Ça c'est une forme différente, c'est un détournement des capsules. C'est pas un NPS, ça ? Non, les NPS c'est plutôt les produits du chemsex, c'est les 3-MMC, l'ecstasy, la MDMA, c'est tout ça. Ecstasy, ça fait partie, parce que c'est déjà vieux l'ecstasy. Oui, mais c'est revenu. C'est revenu. Vous savez, on a modifié, on a marketé. Voilà. Et on a des produits qui arrivent régulièrement. Et donc là-dessus, il faut être très vigilant. Donc, c'est vraiment la tendance la plus installée, la plus importante lorsqu'on voit les chiffres de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Kétamine, cocaïne rose. Oui, voilà. Ouais. Et qui n'est pas de la cocaïne d'ailleurs. Voilà, donc tout ça, c'est les nouveaux produits. Et donc facile d'accès Alors, c'est facile d'accès, on l'a dit tout à l'heure, parce que le véhicule actuel, il est efficace et facile, c'est Internet. Vous savez, quand vous avez un point de deal physique sur lequel vous avez des prises de parole des ministres, la police et les médias, vous avez 1000 points qui passent inaperçus parce que c'est des points digitaux. C'est ça la réalité. Oui, mais ça, il faut le savoir. Ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je dis aux parents, mais parfois les parents ne comprennent pas toujours ce que font leurs ados ou leurs grands-enfants. Tout à fait. Vous avez mis le sucre dans les addictions, alors... C'est un parti pris Est-ce que si les souris sont addictes au sucre, les humains sont addicts au sucre ? Alors les souris sont plus addictes au sucre qu'à la cocaïne. C'est surtout ça l'expérience dont j'ai parlé. Oui, à l'époque, c'était plus au sucre qu'à la cocaïne. Mais parce que je pense qu'il y a... c'est pas dans la classification internationale des maladies, mais il y a quand même une similitude extrêmement troublante. Et puis surtout, pardonnez-moi, je sais que il y a une industrie qui est derrière, notamment, qui surcharge les produits en sucre et qui fait que les personnes consomment beaucoup du sucre parce qu'il y a une vraie récompense, comme on l'a exprimé tout à l'heure, une vraie stimulation du système de récompense. Et là-dessus, les dommages sont réels. Mais là, pour l'instant, le sucre n'est pas encore classé comme drogue. Mais cliniquement, nous, on prend en charge des personnes dépendantes au sucre. Même si la classification n'est pas au rendez-vous pour l'instant. Ça, c'est intéressant. L'addiction des temps modernes, c'est une addiction qui nous concerne tous. C'est écran total, comme vous appelez l'addiction aux écrans.
Oui. Là aussi, les parents sont souvent mal placés parce qu'eux-mêmes, ils sont sur leur portable toute Bien la sûr. journée. Alors déjà, qu'est-ce que vous mettez dans la famille écran ? Alors l'écran, c'est un support générique, mais tout ce qui est contenu, c'est-à-dire on a les plateformes qui proposent des applications, des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux, la plupart d'entre eux sont construits sur le mode du réengagement passif. Oui, donc vous ne demandez rien, mais vous êtes sollicité. Il y a la mise en place des algorithmes taillés sur mesure pour vous proposer ce que vous attendez. Et plus vous vous baladez dans ce réseau social, et plus ils vous connaissent. Donc ça. Il y a ensuite des contenus dangereux, notamment des contenus à caractère sexuel qui peuvent cibler des personnes mineures. Et puis il y a les chats, il y a tout ça. Tout ceci constitue un contenu tout à fait addictogène. Et derrière, il y a un commerce extrêmement puissant parce que cette captation de l'attention est une captation qui est marchande. Alors, aujourd'hui, on a bien compris comment ça fonctionnait et comment ces outils ont été mis en place pour nous rendre addicts. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Parce que alors, c'est une bonne question. Il ne faut pas revenir en arrière parce que cette technologie a fait avancer beaucoup de choses. Elle nous a permis de réduire les différences sociales, géographiques. Elle nous a permis de traverser, par exemple, le Covid. S'il n'y avait pas ces outils, on n'aurait pas pu consulter, se réunir, communiquer. Mais il faut réduire finalement l'hyperplace, l'hyperimportance. Voilà, il faut raisonner cet outil. D'ailleurs, comme je l'ai mis dans le livre, j'ai présidé une commission à la demande du président de la République sur la place des écrans. Écrans et enfants à la recherche du temps perdu, c'était le titre de ce rapport qu'on a remis. Nous étions 10 et je l'ai co-présidé avec Serval Mouton, ma collègue. Et on a on a émis 29 propositions sur lesquelles nous sommes actuellement en train de travailler avec les ministères, parce qu'on a eu assez récemment une réunion à Matignon. Et je pense qu'après une année finalement, qui était une année agitée sur le plan politique. Ils étaient en train de lire le rapport. Voilà. Ils le digéraient, votre rapport. Parce que 29 propositions, il fallait le temps que les nouveaux ministres en place prennent le temps de digérer le rapport. Qu'est-ce qui fonctionne sur la réduction du temps passé devant les écrans ? La pédagogie, l'alternative, parce que sachez que maintenant les enfants en 2025 sont plus gros, plus fatigués, dorment moins bien, parce qu'il y a aussi les écrans. D'ailleurs, vous avez une mesure qui est intéressante, qui a été prise par la ministre de l'Éducation, c'est de faire un bilan sportif à l'entrée au collège. Vous savez que même les sportifs en 2025 sont plus gras et moins performants en dehors de leur sport qu'il y a 50 ans. La sédentarité est une des conséquences de la consommation des écrans. La sédentarité attaque même les sportifs, c'est pour vous dire. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Addiction, c'est le titre du livre que vous publiez, professeur Banyamina. Vous pouvez le remontrer à l'écran. Voilà, addiction avec un point pour dire qu'il y a une fin à ça. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.